Le 1er décembre 1960, un homme monte à la tribune de l'UNESCO. Il s'agit d'Amadou Mpabeba. Il représente le Mali qui vient tout juste de devenir indépendant. Et devant les délégués du monde entier, il dit ceci: je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Alors vous connaissez peut-être, et très certainement d'ailleurs, la version courte, celle qui est devenue quasiment un proverbe. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et voilà le détail qui m'interpelle en tant que journaliste. Cette phrase célèbre, il ne l'a pas écrite. Elle s'est reformulée toute seule, si je puis dire, de bouche en bouche, au fil des reprises. La tradition orale a finalement réécrit le discours d'un défenseur de la tradition orale. 65 ans plus tard, nous avons la fibre, des écrans en pagaille dans les foyers et finalement nous sommes en train de devenir, et c'est documenté, on va le voir, la première génération de l'histoire humaine qui a peur de parler. Comment on en est arrivé là? Eh bien, c'est ce que je vous raconte et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette courte vidéo. Ce que Mpabeba demandait à l'UNESCO ce jour-là, à cette tribune, ce n'était pas un hommage poétique, c'était une opération de sauvetage. Il demandait mot pour mot que la sauvegarde des traditions orales soit traitée comme une urgence, au même titre que la sauvegarde des monuments de Nubie, les temples égyptiens qu'on était alors en train de démonter pierre par pierre pour les sauver des eaux du barrage d'Aswan. Autrement dit, il mettait des voix humaines sur le même plan que des temples de 3000 ans. Il parlait d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort, et je le cite, la mort des vieux maîtres de la parole qui étaient les seuls à porter en eux l'histoire, la médecine, l'agriculture, la météorologie de tout un continent. Parce que pendant l'essentiel de l'histoire humaine, c'est comme ça que tout s'est transmis. Pas d'archives, pas de texte, pas de bouquins, pas de papier, pas de disque dur, on en arrive là. Des mémoires vivantes, entraînées depuis l'enfance, et un art véritable de dire, de rythmer et de faire retenir. Et si je vous disais que le plus grand texte de la littérature occidentale est probablement né exactement comme ça, et là je suis sûre que vous allez être surpris, sans une seule ligne d'écriture. Homère n'a peut-être jamais rien écrit. Dans les années 20, un jeune américain, Milman Parry, débarque à la Sorbonne, à Paris, pour un doctorat sur Homère. En étudiant l'Iliade et l'Odyssée à la loupe, donc dans le cadre de son doctorat, il remarque quelque chose de bizarre. Les mêmes expressions reviennent sans arrêt, systématiquement. Héra au bras blanc, Ulysse au mille tours, Achille au pied léger, des formules toutes faites, calibrées pour rentrer pile dans le vers. Sa thèse, qu'il a soutenue en 1928, c'est de dire que ces formules ne sont pas le tic d'un auteur, elles sont l'outillage de générations entières de poètes. Mais une intuition ne suffit pas. Il faut une preuve. Alors dans les années 30, Paris fait quelque chose d'extraordinaire. Il part en Yougoslavie avec son assistant, Albert Lord, et il enregistre les derniers bardes vivants d'Europe. Des chanteurs serbo-croates, souvent analphabètes, capables d'improviser des épopées de plusieurs heures en s'appuyant précisément sur des formules et des motifs mémorisés. Certains pouvaient d'ailleurs restituer un chant entendu une seule fois. Conclusion de Paris,
puis de Lord dans son livre The Singer of Tales en 60, l'Iliade et l'Odyssée seraient nées, attention, je laisse inconditionnel, hein, c'est la thèse de Paris, donc l'Iliade et l'Odyssée seraient nées comme ça, improvisées, chantées, retravaillées de bouche en bouche pendant des générations, bien avant d'être couchées par écrit finalement. Donc je dis serait, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est une théorie, la théorie de l'oralité, toujours discutée aujourd'hui par les spécialistes, hein, donc je leur laisse vraiment le mot final à cette question. Mais en tout cas, elle a révolutionné les études homériques et elle nous dit une chose vertigineuse, c'est que le socle de notre culture écrite, un des livres, un des piliers de notre littérature, est très probablement un chef-d'œuvre de la parole. Alors que s'est-il passé entre les Aèdes et nous? Un chercheur américain qui s'appelle Walter Hong a passé sa vie justement sur cette question. Son livre de 1982, Oralité et écriture, est devenu un classique qui pourtant n'a été traduit en français qu'en 2014. Voilà, c'est pour dire qu'on n'était pas pressé, mais en tout cas, il est traduit un peu plus de 30 ans plus tard. Donc vous pouvez le lire si vous le souhaitez. Sa thèse, l'écriture n'est pas un simple outil de notation. C'est une technologie qui a transformé notre cerveau, notre manière de penser, de mémoriser, de raisonner. Hong montre que nous, les gens de l'écrit, sommes devenus incapables d'imaginer comment pense quelqu'un qui n'a jamais connu l'écriture. Il distingue l'oralité primaire, celle des cultures sans écriture, où la parole porte tout finalement, et l'oralité secondaire, vous l'aurez compris, la nôtre. Celle du téléphone, de la radio, de la télé. Une oralité qui a l'air vivante, mais qui repose entièrement sur de l'écrit. Et là, arrêtez-vous une seconde sur ce que ça veut dire concrètement en 2026. La présentatrice lit un prompteur à la télé, tout le monde le sait. L'influenceuse, souvent, lit son script. Le podcasteur lit ses notes quand il est notamment en train d'enregistrer un podcast audio. Le dirigeant lit ses éléments de langage, souvent quand il fait une réunion. Et depuis 2 ans, une part croissante de ces textes n'est même plus écrite par ceux qui vont les lire, les prononcer, elle sort d'une intelligence artificielle. Nous n'avons jamais autant parlé dans des micros et nous n'avons jamais aussi peu parlé vraiment, finalement. Alors vous pensez que j'exagère peut-être. Regardons les chiffres si vous voulez bien à présent, puisque il y a eu des enquêtes qui ont été faites, notamment une enquête britannique menée en 2024 par la plateforme A Switch et qui a mis un mot sur le phénomène, la téléphobie. Près d'un jeune de la génération Z sur 4, précisément 23%, pour ceux qui aiment les chiffres, déclarent ne jamais répondre au téléphone. Et 56% associent un appel à une mauvaise nouvelle. Donc voilà, la parole devient de mauvais augure finalement. Côté travail, même tendance. Selon une étude cette fois du cabinet de recrutement Robert Walters, 59% des jeunes professionnels préfèrent l'écrit à l'appel. La moitié se disent mal à l'aise pour passer un appel professionnel. Et seuls 16% considèrent qu'un coup de téléphone est du temps bien utilisé. Voilà, c'est quand même un peu surprenant. Et en mai 2026, une enquête menée cette fois auprès de 10 000 jeunes adultes en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine, donc quand même sur une grande partie des continents, enfonçait le clou. 69% gardent leur téléphone en silencieux permanent et plus d'1 sur 2 considèrent un appel imprévu comme une intrusion.
pourquoi les chercheurs qui ont analysé le phénomène pointent tous la même chose? À l'écrit, on peut se relire, se corriger, effacer, différer. La parole en direct, elle, n'a pas de brouillon, pas de touche-retour. C'est exactement ce que décrit la psychologue et sociologue du mythe, cette fois-ci Sherry Turkle, qui étudie nos vies numériques depuis plus de 30 ans. Après 5 ans d'enquête dans les familles, les écoles et les entreprises, sa conclusion tient en une phrase: nous avons sacrifié la conversation au profit de la simple connexion. Nous fuyons l'échange en face à face, qui est vraiment un moment d'une richesse extraordinaire, parce qu'un texto nous permet de ne pas regarder, ne pas écouter et au final ne pas nous révéler. Et cette fuite, dit-elle, abîme notre empathie, nos relations, jusqu'à notre créativité d'ailleurs. Relisez la trajectoire des sociétés entières qui tenaient debout par la parole, on l'a vu. Des poèmes de 15 000 vers portés par des mémoires humaines, voilà, qui se transmettaient, des textes comme ça de génération en génération. Et nous, au bout de cette chaîne, suréquipés, surconnectés, qui laissons-nous nous parler? Ampateba avait raison de parler de monuments, mais je crois qu'on s'est trompé sur l'inventaire. Le monument en péril, ce ne sont pas seulement les traditions des autres. Là-bas, il y a longtemps. C'est une compétence humaine de base. Porter sa propre parole, dire quelque chose à quelqu'un, en direct, avec sa voix, sans filet, sans brouillon, sans script. La bibliothèque qui brûle aujourd'hui, elle est peut-être dans votre gorge. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que contrairement à un temple englouti, cette compétence-là, eh bien, elle se récupère, elle s'apprend, elle se travaille. Et j'en sais quelque chose parce que ça a été mon métier pendant 20 ans à la radio. Si vous êtes concerné, si vous enregistrez des vidéos, des podcasts, des formations, et qu'on entend que vous lisez, ou que parler dans un micro simplement, eh bien, vous coûte. Je propose une séance diagnostique de 45 minutes. On écoute ensemble, je vous dis précisément ce qui cloche et par quoi commencer pour vous améliorer. Le lien pour prendre un rendez-vous est en description. Les places sont évidemment limitées parce que j'assure tous les rendez-vous moi-même et que je ne démultiplie pas. Donc je vous dis à bientôt. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire c'est quoi vous, votre rapport à votre voix. Vous l'aimez, vous la fuyez, ça m'intéresse de le découvrir. Et donc à bientôt. Si d'ici là vous avez envie de parler à quelqu'un pour de vrai et de risquer un échange, prenez rendez-vous.